D'abord, je dois vous dire que je n'ai que de mauvais souvenirs de restitution. Je pense que la recherche en anthropologie du proche est extrêmement difficile et qu'elle est souvent mal perçue par le public auquel on va restituer cette recherche. Ma première expérience était Minot. Minot, une recherche collective, 4 femmes ethnologues qui ont pendant plusieurs années travaillé sur ce terrain et qui ont publié 3 ouvrages et à peu près aussi 300 pages d'articles, soit collectivement, soit personnellement. Et quand ces ouvrages sont parus, la plupart ont été extrêmement mal reçus par la population locale. Alors je pense qu'il faut d'abord faire une grande différence entre le local et le global. C'est un peu... Bon, mais c'est vrai que autant les recherches que j'ai pu mener ont été mal reçues localement, autant globalement, enfin, au niveau national en tous les cas, ou même international, elles ont été généralement très bien perçues. Donc il y a là, vous voyez déjà, un problème d'échelle dans la restitution. Il y a le local et puis les autres lieux. Et à Minot, surtout quand le problème de la restitution s'est posé à partir de l'ouvrage d'Yvonne Verdier, Façon de dire, façon de faire, qui a été très bien reçu parmi les médias nationaux et qui a fait l'objet de beaucoup disons, de comptes rendus. Et aussi, ça a fait qu'un journaliste a voulu a demandé à ce que l'ensemble des chercheurs, donc les 4 chercheurs qui étaient à Minot, fassent un exposé commun pour leur journal qui s'appelait VSD, et nous n'avons pas voulu faire cette interview en quelque sorte. Et la journaliste est partie sur place et a photographié la seule personne parmi les femmes que Yvonne Verdier avait mis en avant dans son ouvrage et qui scandent la vie des habitants de Minot et la vie et le cycle de la vie individuelle aussi, donc la repasseuse, la laveuse et puis la sage-femme. Et celle qui restait encore vivante, c'était la cuisinière qui était là. Elle a photographié et elle a mis le vrai nom de cette personne sous cette photo. Elle a publié cette photo dans VSD avec une phrase extrait du livre d'Yvonne Verdier. Vous savez que dans son livre, Yvonne caractérise chacune de ces femmes par un trait de caractère. La sage-femme, elle boit, la couturière, elle est volage, et la cuisinière, elle est voleuse. Et donc, elle a mis le nom de cette cuisinière, de Minot, avec son vrai nom, donc, alors que dans le livre, c'était dans ce journal à grande diffusion à l'époque, VSD, avec voici la Madame Intel, c'est la cuisinière et elle vole. Donc, à la suite de ça, cette cuisinière cette femme a fait un procès au journal pour et lors de ce procès, le journal s'est retourné vers les ethnologues en disant « ce n'est pas moi qui ai dit ça, ce n'est pas la journaliste qui a dit ça, c'est écrit dans le livre des ethnologues ». Heureusement, le tribunal n'a pas suivi l'avocat du journal, mais a dit que nous, dans notre ouvrage, nous avions anonymisé les noms, donc on n'avait pas cité les noms de cette personne, et qu'on parlait de façon générique.
Et donc, le journal VSD a été condamné à verser une indemnité à cette cuisinière. Mais à partir de ce procès, vous comprenez bien que ça a complètement rompu les liens entre les gens de Minot et nous. Et depuis ce jour-là, nous ne sommes jamais retournés à Minot. Voilà, ça c'est une de mes expériences. Donc vous voyez comme quoi ça peut aller très loin, justement, cette restitution, parce que ça passe par des intermédiaires que l'on ne maîtrise pas. Et ces intermédiaires, ce sont souvent les médias et les journalistes. Alors on peut effectivement trouver très intéressant d'être pris comme ça et d'être l'objet de la curiosité médiatique. C'est très à la mode aujourd'hui. Il y a une sorte de collusion en quelque sorte entre le succès d'un ouvrage d'un scientifique et sa médiatisation, s'il passe dans les grandes émissions de télévision ou s'il passe à la radio plusieurs fois, eh bien, effectivement, on peut se dire c'est quand même très bien et parfois ça peut lui servir dans sa carrière, mais parfois ça peut aussi le desservir. Parce qu'on ne maîtrise absolument pas la façon dont les journalistes et les médias vont répercuter ce qu'on écrit, ce qu'on dit aux informateurs ou à la société locale, etc. Donc voilà, ça c'est notre expérience, la première expérience. Notre expérience, après j'ai quitté donc Minot, je ne suis plus jamais retournée, mais j'ai parti travailler en Normandie. Et en Normandie, il se trouvait que là où j'étais, il y avait une usine de retraitement des déchets nucléaires. Et que j'ai pensé que c'était quand même intéressant en tant qu'ethnologue de m'intéresser à cette usine de retraitement des déchets nucléaires. Et effectivement, j'ai travaillé là-dessus et j'ai publié aussi un livre chez Odile Jacob qui s'appelle La presqu'île au nucléaire. Et quand ce livre est paru, la direction de l'usine a demandé à ce que le livre a fait publier, disons, une sorte une sorte de petit journal de l'usine en disant qu'on est prié de ne pas lire le livre de Madame Zonapen. Parce que ce qu'il raconte est complètement n'est pas vrai et que en plus, vous vous rendez compte, nous lui avons ouvert les portes, elle a pu venir dans l'usine, participer au stage, etc. Et voilà ce qu'elle vous restitue. Ce n'est absolument pas la vérité. Et on a ajouté aussi quelque chose qui était, ça ne peut pas être la vérité, d'une part parce que, vous comprenez bien, c'est une femme, donc elle a une sensibilité particulière, bien sûr, elle ne peut pas raisonner comme devrait raisonner quelqu'un de masculin, sans doute. Et puis en plus, non seulement c'est une femme, et donc elle est trop émotive pour comprendre ce qu'est la radioactivité, le retraitement des déchets nucléaires, etc. Et donc j'étais un peu perturbée. Et en plus, je n'avais aucune formation dans les sciences dures. D'où parlais-je? Comment est-ce que j'avais pu m'octroyer le droit de parler de ces lieux où se fabrique la science, où se fabrique la haute technologie en France et qui est un lieu qui permet des débouchés économiques extrêmement fructueux. Donc ça a été véritablement aussi extrêmement mal reçu, donc la restitution s'est mal passée. Localement, je n'ai pas pu faire une restitution locale, c'est-à-dire que simplement il y a eu comme ça au centre culturel de Cherbourg, dont dépend l'usine, la présentation de mon livre et une petite exposition photo que j'avais fait aussi à ce moment-là, mais aucun officiel n'a assisté
à cette exposition, ni politique, ni syndicale, ni quoi que ce soit. Ensuite, ça a continué parce que j'ai fait un film, j'ai participé à l'élaboration d'un film qui avait été programmé par Canal+ et FR3 à partir de mon livre. Donc sur le nucléaire au quotidien, en quelque sorte. Comment est-ce que ces gens-là vivent, comment est-ce que les riverains ou les travailleurs de l'usine peuvent aller travailler sans trop de souffrance, en quelque sorte. Quelle stratégie défensive est-ce qu'ils vont mettre en place pour pouvoir travailler là et vivre là sans trop de souffrance. Et quand le film est sorti, eh bien, là aussi, ça a été un tollé, et localement encore, alors que les autres médias qui étaient plus lointains, parisiens, ont trouvé le film tout à fait intéressant, et bien là aussi, on a dit que ce film était le résultat de personnes perturbées. Il faut dire que je m'étais associée à une autre femme producteur, donc c'est pas bien. Et il y a eu, disons, une sorte de... Les journaux, les locaux, ont lancé en disant à leurs lecteurs, bon, vous avez vu le film, il est passé sur Canal+, il est passé sur FR3, dites-nous ce que vous en pensez. Et il y a eu toute une série de lettres très injurieuses qui ont été publiées à partir de ce film. Donc j'aurais voulu continuer à travailler sur le nucléaire, mais à partir de ces moments-là, de la publication de mon livre, de la sortie du film, il m'était impossible, les portes de l'usine m'étaient fermées et les gens ont refusé de me parler. J'ai continué à travailler sur d'autres sujets, avec d'autres informateurs, d'autres interlocuteurs, et ça s'est très bien passé pour d'autres choses. Mais vous voyez, quand on touche à des sujets sensibles, ou quand, par inadvertance, on n'a pas la possibilité de maîtriser toutes les interférences qui vont se passer à partir de la publication de vos ouvrages ou de la diffusion de films, ça nous échappe à un moment. Et c'est bien normal. On écrit, voilà, on ne sait pas ce qui va se passer. Et c'est là que les problèmes. Donc on ne maîtrise pas toujours la restitution. On ne fait pas la fiction, donc à chaque fois on dit voilà, ce qu'un tel nous a dit, on a les informateurs avec les mots mêmes qu'ils nous ont dit. On n'invente pas, c'est exactement comme lorsque j'ai travaillé sur le retraitement des déchets nucléaires, je me suis aperçue que les techniciens de l'usine, parce qu'il n'y a pas d'ouvriers dans ces usines, il y a des techniciens, eh bien, ils se divisaient entre les kamikazes et les rentiers. Et les kamikazes, c'était ceux qui allaient au-devant de certains risques pour essayer d'être un petit peu contaminés, parce que comme ça, ils étaient plus forts. Mais il fallait que cette contamination arrive par le rayonnement, mais pas qu'il touche par la poudre. Qui touchent les choses, parce qu'à ce moment-là, c'était plus du tout, ils étaient pourris, si c'était la poudre, si vous voulez, il y avait une différence. Et donc, les kamikazes, voilà, c'était ceux qui allaient au-devant du risque nucléaire pour être un tout petit peu dire, oui, j'étais un peu, bon, j'ai reçu quelques rênes, j'ai reçu quelques rayonnements, mais c'est pas grave. Et les rentiers sont ceux, au contraire, qui vont faire très attention et qui ne vont pas vouloir et qui vont bien calculer les doses auxquelles ils ont droit et ceux auxquels ils n'ont pas droit, etc. C'est pas moi, et on m'a reproché de dire ça. Or, c'est pas moi qui l'ai dit. Ce sont les ouvriers, les techniciens eux-mêmes qui vont parler comme ça. Donc, vous voyez, nous sommes aussi censés apporter les preuves de ce qu'on avance. Tout ce qu'on dit, alors après on en tire toute une conclusion analytique et théorique sur la façon dont ils ont de jouer, au fond, de faire encore en quelque sorte des rites de passage ou des choses comme ça.
On peut le mettre dans une réflexion analytique qui reporte au savoir-faire, au savoir-dire de notre société. Mais en tous les cas, on ne part pas, le matériau de base, on ne l'invente pas. Ouais. Tout dépend si la revisite est faite par le chercheur lui-même ou si elle est faite par d'autres. C'est totalement différent. Je pense que là, effectivement, il y a un autre regard, c'est un autre terrain, et qui s'appuie en plus sur une lecture des archives laissées par votre chercheur. Donc maintenant, il peut y avoir, je veux dire, une poursuite d'enquête, parce que, au fond, l'enquête n'est jamais finie. Par exemple, pour reprendre mon travail sur l'usine nucléaire, il est certain que j'ai fini ce travail en 1990, juste après Tchernobyl, et donc j'ai eu le temps de voir comment ça s'est passé avec Tchernobyl. Mais j'ai continué à travailler sur le terrain sur d'autres sujets, sur ce que je vous ai dit, etc. Mais en même temps, je gardais un œil toujours sur ce qui se passait à propos du nucléaire. Et il y a eu beaucoup d'événements qui se sont passés à La Hague à propos du nucléaire. On a parlé de leucémie, on a parlé de pollution des rivières. Enfin bon, il y a eu beaucoup de choses jusqu'à Fukushima. Et donc, et ça fait très longtemps que mon livre est épuisé, qu'on me demande de le republier, mais que je n'ai jamais voulu le republier tel quel, parce que je pensais qu'il s'était passé tellement de choses que je ne voulais pas le republier comme ça. Et j'ai pensé donc retourner 15 ans après sur le terrain. J'y étais toujours sur le terrain, mais sur d'autres sujets. Donc sur le terrain du nucléaire, et j'ai donc parlé à un certain nombre de personnes avec qui j'étais restée en contact, des syndicalistes qui continuaient à vouloir me parler, et d'autres experts, etc., qui étaient indépendants. Et quand je leur ai dit, je vais reprendre l'enquête sur le nucléaire, et je vais essayer de retourner à l'usine, je vais essayer de voir ce qui se passe à Fukushima, etc., et on m'a répondu, vous savez, ils n'ont pas bien envie de vous revoir. Donc j'ai compris que ce n'était pas la peine que j'essaie de faire un travail de terrain. Alors j'ai repris tout ce qui s'était passé et je republie le livre aujourd'hui tel qu'il était épuisé, donc il y a 20 ans, en l'associant à un prologue où je raconte tout ce qui s'est passé. Pourquoi on n'a pas voulu, tout ce qui s'est passé sur la restitution, au moment où j'ai restitué ce livre et le film, etc. Et pourquoi, et qu'est-ce que j'ai fait qui a pu, les positions que j'ai pu prendre dans la société civile pour faire qu'on refuse toujours de me parler du nucléaire quand je reviens à La Hague. Donc j'ai raconté tout cet itinéraire-là jusqu'à aujourd'hui, et je reprends tout ce qu'ils ont fait depuis la catastrophe de Fukushima, tout ce qui s'est passé. Et ça, je le sais parce que tout est publié sur Internet. Tout le travail des commissions locales d'information, tout ce que, etc. Et donc, à partir de ce qu'ils ont fait, et pourquoi je reprends aussi des journalistes aussi qui ont travaillé toujours sur le nucléaire à La Hague et qui continuent à venir me voir en me disant « Je ne trouve personne qui veut me parler de la façon dont ils vivent avec le nucléaire ». Ça, c'était dans Ouest France de juin 2013. Et le journaliste vient me voir en disant « Écoutez, je viens vous voir, expliquez-moi pourquoi ils ne veulent pas me parler du nucléaire ». Alors je lui explique le nucléaire, personne ne veut en parler là-bas, c'est le silence, parce que si on parle, on a trop peur que l'outil de travail qui fait vivre toute la région ferme. Donc on ne va pas dire quoi que ce soit. Et puis un jour, un proche parent peut avoir besoin de travailler à l'usine, et donc on ne dit rien sur le nucléaire, ni tout ce qui se passe sur les grands chantiers, enfin bon, tout ce qui se passe actuellement, puisqu'on est remis en chantier une nouvelle centrale nucléaire à Flamanville, etc. Eh bien, je reprends tout ça et j'explique aussi pourquoi il y aura toujours le silence à La Hague.
sur le nucléaire. Parce qu'il y a une sorte de collusion entre un certain nombre de partenaires sociaux qui font qu'ils n'iront jamais jusqu'au bout pour parler du nucléaire. Alors ils vont effectivement faire des grands questionnaires en disant « Qu'est-ce que vous voulez qu'on améliore dans la sécurité de l'usine ?» Mais quand on leur dit pour améliorer la sécurité de l'usine, il faudrait refaire complètement l'architecture de l'usine parce que les piscines dans lesquelles sont entreposées, enfin je vous passe les déchets nucléaires, etc., si jamais il y a un engin aéroporté qui tombe dessus, ben, ça fait une bombe atomique, etc. Ben, ils disent « Ah ben non, c'est pas possible parce qu'on n'en parle pas parce que c'est trop cher. » Et à ce moment-là, on va augmenter le prix de l'électricité. Donc il y a des telles contraintes économiques et des telles contraintes politiques qui font qu'on ne peut pas aller au bout de certains sujets.